voici dans la formation module 2 sur la voie BOIE humide, c'est-à-dire le chemin humide. On va commencer par l'aspect un peu théorique, et puis on va passer ensuite la journée à essayer de mettre ça en pratique. Qu'est-ce que c'est que la voie humide? Alors je l'oppose à la voie sèche, le chemin humide et le chemin sec. J'ai tiré ces termes de l'alchimie, c'est pas un vocabulaire qu'utilisait Serge Willefar. La voie sèche, c'est la manière d'accompagner qu'avait Serge. Que faisait-il? Il faisait note à note au piano, quelque chose d'assez épuré. Et puis son approche était aussi assez radicale, alors en termes de posture, en termes d'énergie, etc. La voie humide, qu'est-ce que c'est? Ça se formalise par une manière d'accompagner au piano qui est différente, privilégiant plutôt des accords, avec une musicalité plus poussée au clavier, ce qui induit des choses différentes chez le pratiquant. Souvent, et c'est pour ça que j'utilise, ça facilite l'accès aux pratiquants au lâcher-prise, à ce que j'appelle à une forme d'abandon, pour pouvoir se laisser chanter. Là où la voix sèche, selon moi, alors c'est très schématique ce que je vous dis, parce que des fois on est entre les deux, et puis on va utiliser l'une ou l'autre voix suivant les circonstances. Alors là où la voix sèche va plutôt privilégier la structure, quelque chose de structuré, quelque chose qui sollicite la conscience, avec l'aide quand même des postures, souvent à la base du corps, quelque chose de très lucide, moi j'appelle ça, dans le phénomène de transe, on en reparlera, c'est-à-dire quelque chose qui va privilégier la conscience, là où la voix humide va plutôt privilégier l'ouverture de l'abandon et du cœur. Sachant que dans les deux voies, de toute façon, ce qui reste principal, ce qui reste fondamental, c'est l'activation du feu. Sans feu, il n'y a pas de soufflet-voix. Selon moi, c'est l'élément primordial qui fait que le travail est rendu effectif. Donc, voix humide et voix sèche, c'est des termes que j'ai empruntés à l'alchimie. Et puis, maintenant, j'alterne entre les deux suivant les circonstances. Comment ça m'est venu? Alors, en m'occupant d'autre chose. Ok? C'est-à-dire que je n'ai pas cherché à développer quelque chose de nouveau dans la pratique. Il se trouve que ça correspondait à un moment de ma vie où, pendant les mois qui ont précédé, j'avais, à titre personnel, des moments d'expansion intérieure très forts. Un mois avant que tout ça se referme, parce que la vie étant bien faite, quand on vit des moments d'expansion, après on va vivre des forts moments de contraction, ça ne dure pas. Okay, mais avant que ça se referme sur le plan personnel, ça descend au clavier, tout d'un coup je me mets à émettre des accords, mais d'une certaine manière. Et je vois que ça a un impact sur les gens que j'accompagne. Alors évidemment, ça c'est le début, et après il faut le cultiver, et il y a une technique qui naît, tout ça, etc. Mais c'est-à-dire que cette manière d'accompagner, elle m'est venue comme ça. Ok? Et je considère la voix humide comme une manière aussi de permettre cette expansion à l'intérieur, ce relâchement, cet abandon. Alors j'appelle ça un peu des trans neptuniennes au départ, ou des trans dionysiaques, c'est pas la même chose, mais c'est-à-dire ça donne ces sentiments d'expansion. Alors on le comprend évidemment après, parce que quand on est dans le truc, voilà, mais quand vous avez vécu quelque chose de comme ça, une expansion intérieure, vous revivez la rétractation pour faire vivre l'expansion malgré tout. C'est descendu dans la matière, et alors que toi à l'intérieur ça se referme, il va falloir que tu fasses continuer à faire fructifier ça. Ok?
D'ailleurs, la période d'expansion préalable, elle a duré 9 mois. Donc c'était assez rigolo, est-ce que c'est du hasard ou pas, mais voilà. Toujours est-il que, pourquoi je vous dis ça, c'est parce que quand vous apprenez la méthode, enfin la pratique, comme moi c'était avec Serge, évidemment ce que vous vivez intérieurement, ça vous est personnel, ça vous parle, c'est hyper authentique, mais quand vous arrivez derrière le clavier, vous apprenez la pratique avec quelqu'un qui a cherché d'une certaine manière, qui n'est pas forcément la vôtre. Ok ? Et moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller dans le sens de ce qui vous est enseigné, jusqu'à l'absurde, jusqu'à ce qu'à un moment, alors que vous vous occupiez d'autre chose, les choses émergent. Il y a la tentation parfois, quand les gens apprennent une pratique, parfois trop rapide, de se dire « Ah ben c'est bon, moi je connais le chant, je connais le clavier, j'ai fait du travail énergétique, donc le prof dit ça, mais moi je vais faire autrement. » Avec le risque que ça peut comporter de s'éloigner de certains fondements qui sont importants, peut-être de faire une pratique cohérente, mais qui n'a rien à voir avec ce qu'on apprend. Okay ? Le souffle et voix, c'est pas une pratique complémentaire au chant, c'est une discipline à part entière. Et la manière que vous aurez de le faire vivre, qui vous sera personnelle, avant que peut-être vous trouviez quelque chose qui anime le souffle et voix avec votre énergie propre, peut-être qu'il faudra plusieurs années, peut-être qu'il faut que quelques mois, mais moi il a fallu plusieurs années, en tout cas. Ok ? Qu'est-ce qu'apporte la voix humide ? Alors parmi tout un tas d'autres choses, donc c'est une liste non exhaustive, hein. Donc générer une transe particulière où on se laisse faire par un peu plus d'ivresse, donc à lâcher prise de manière différente, avec plus de musicalité. Ça va porter le pratiquant de manière différente. Parmi les autres choses que ça apporte, ça c'est par la constatation, parce que je ne l'ai pas prévu comme ça, c'est que ça va modifier, voire brouiller, le rapport à l'audition habituel du pratiquant. Je donne un exemple. Ça va arriver surtout aux débutants, qui ne sont pas musiciens, mais pour le coup, ça reste l'essentiel des personnes qui viennent nous voir. Quand vous faites une note, il y a beaucoup de gens qui sont perturbés par le fait, qui sont tendus par le fait de vouloir faire la bonne note. Ce faisant, qu'est-ce qu'ils font ? Ils exercent beaucoup d'attention sur l'oreille. Ils focalisent sur l'oreille. Alors que on constate que dans le lâcher-prise, qu'est-ce qui favorise le lâcher-prise ? C'est de faciliter la perception au sens global du terme, la perception du corps. Et par conséquent, si on est trop focalisé sur la perception auditive de ce qui se passe à l'extérieur, on empêche le fait de tomber dans la perception corporelle, dans son réceptacle, dans son féminin. Une fois que la personne a cessé de trop écouter l'extérieur, a cessé de trop écouter le prof, les consignes du prof, une fois qu'elle tombe en elle, le lâcher-prise se fait. On peut lire l'idée des postures mises par Serge Willfar comme ça, c'est-à-dire que la personne qui est mise dans une forte contrainte corporelle, à un moment donné, elle est tellement dans sa douleur, voire sa souffrance physique, qu'elle n'a pas d'autre choix que d'être à l'intérieur. Ça aussi, c'est la voix sèche. On vous met quelque part de force. Ok ? Je vais me dire que dans ce cas-là, on est un peu dans une posture christique. La douleur dans le corps réveille l'esprit, quelque chose se passe, et donc du coup, il y a lâcher prise. C'est une manière de faire qui marche très bien, qui peut être très opérante et qui peut être la voie à suivre, ça dépend des gens et des moments. Mais c'est pas la seule. Donc la voix humide, ça va générer des accords. Des accords, c'est quoi ? C'est quand il y a plusieurs notes. Pour les débutants, ça va générer
une perturbation, ils ne vont pas savoir laquelle chanter, ils vont se laisser porter davantage. C'est un des avantages, c'est-à-dire que ça modifie leur rapport à l'audition. Ça les invite à lâcher prise sur la question. Et on va voir qu'il y a plein de manières de faire la voix humide. Il y a des manières où la note à émettre reste perceptible. On va utiliser des accords classés, on va utiliser une grammaire, tout ça, etc. Il y a plein de manières de le faire. Et il va y avoir des manières où on joue vraiment sur le brouillage en utilisant ce qu'on appelle en musique des agrégats. On va voir que ça fonctionne quand même, la personne fait la bonne note. Les agrégats, c'est une grappe d'accords tellement floue que tu distingues plus rien. Ça n'obéit pas à une grammaire musicale telle que tu la trouves, avec des accords parfaits, etc., dans la musique. Okay. Alors il y a des manières de faire pour que ça fonctionne, et que la personne chante demi-ton par demi-ton, qu'elle continue à structurer, comme on le fait en souffle-voix, qui reste la base. On reste dans une optique d'aller chercher le centre, et puis de structurer. On ne fait pas n'importe quoi. Ok ? Et donc, une autre manière qu'on a aussi, effectivement, c'est ce que je vous disais, c'est d'utiliser une grammaire d'accords, une suite d'accords, qui induisent des tensions et des détentes, c'est-à-dire que par le jeu musical, sans que vous ayez à dire quelques consignes que ce soit derrière le clavier, et ça c'est très important, moins on parle, plus ça se fait. Moins on recourt à l'interprétation intellectuelle du pratiquant, plus ça se fait, plus le travail se fait. Donc par ce jeu musical des tensions et des détentes, cette grammaire presque que l'on porte intuitivement musicale, la personne va sentir qu'il faut là générer plus de tension. Ça peut être par le jeu des accords, on va voir, mais ça peut être par le jeu du rythme, ça peut être par plein de choses. Par opposition à la voix sèche où le piano est très prévisible, note à note, la voix humide, les accords, ça va créer de l'inattendu. Bien entendu, la personne, elle va continuer à structurer son chant demi-ton par demi-ton. Alors on pourrait dire, qu'est-ce que ça change ? Ça change le rapport du pratiquant au fait de percevoir. Même s'il sent qu'il va monter de note à note, tout d'un coup dans la pièce, il y a autre chose qui va se dégager. Et là, on voit le lien entre la voix humide et la transe, le développement des transes qui est généré chez le pratiquant. On voit en musique que selon les accords qu'on joue, soit on peut avoir une clarté, soit on peut avoir des effets de sfumato, quelque chose de brouillé, quelque chose qui porte une ambiance. On voit aussi par le rythme, est-ce que le rythme il est vif, est-ce que le temps au contraire il est plus dilué. Va y avoir une capacité par la voix humide à jouer sur tout cet éventail. L'essentiel, c'est que c'est un impact important sur le pratiquant. Attention à l'illusion qui fait que, comme vous générez quelque chose de très musical, des trans qui passent par votre clavier, ça ne suffit pas pour que le travail se fasse. C'est-à-dire, ce sera à vous de vérifier si ce que vous générez par le clavier a un réel impact sur la voix et sur l'état de la personne. Ok ? D'accord ? Par cet effet de surprise, du coup, cela permet à la personne de tomber dans l'inconnu. Et en fait, c'est ça qui est fécond dans notre travail. Tu peux le répéter ? Tomber dans l'inconnu, c'est ça qui est fécond. Je vais vous faire une comparaison. Si on apprend à des gens, à des pratiquants, à mettre en œuvre une technique, dans ce cas-là, ils peuvent s'appuyer sur quelque chose, ils peuvent s'appuyer sur du connu, ils reproduisent, ils sont dans du faire, ils sont dans de l'efficacité. Mais c'est pas ça qui permet de lâcher prise. Dans le souffle-voix tel que Serge Willefar l'a conçu, il s'agit bien de tomber dans l'inconnu,
ça a beau être prévisible, les notes qu'il joue, et qu'il y a une continuité, il s'agit que l'esprit soit le plus vide possible. Quand l'esprit est vide, vous avez accès au champ perceptif. Vous voyez, vous observez comment les choses se font dans votre corps et vous les laissez se faire. Dans la voix sèche, quand on n'a pas les postures contraignantes, c'est-à-dire quand on arrive en posture debout, ce qui était quand même le but de Serge Ouifard. C'est-à-dire que lui, il concevait les postures comme une transition, il avait cette quête de l'homme debout. Mais quand l'homme est debout, il n'y a pas vraiment de contrainte physique. Donc l'esprit doit être extrêmement discipliné, immobile, blanc, pour que ce champ perceptif du corps émerge. Et c'est toute une discipline intérieure. Ce que va faciliter la voix humide, c'est qu'elle va mettre en œuvre dans le sonore cet inconnu. Ça va le faciliter chez la personne. Et donc, on aura des lâcher-prises qui seront plus faciles. Alors ça, c'est une chose qu'on constate. Les créateurs, quand ils inventent une pratique, ils ont souvent une optique radicale. Épuré, radical. Le geste est épuré, on y va, ça passe ou ça casse. Okay, les postures, c'est ça, c'est paf, allez, on y va, la personne elle y va, ça marche pas, tant pis pour elle. C'est la voix sèche. Ok. Puis derrière, quand on est praticien, on essaie de trouver comment le maître il a fait, et puis on voit qu'il y a des choses qu'on arrive à s'approprier, d'autres moins. Et puis, on est souvent un peu plus souple, et on essaie de trouver notre manière à nous, pourquoi ça marche pas. Et souvent, les gens qui continuent, d'ailleurs, quand ils s'approprient la pratique, ils la démocratisent un peu plus, elle est souvent plus accessible, plus yin, plus douce. On trouve la même chose en hypnothérapie. François Roustan est radical. D'ailleurs, il disait, soit ça marche pas, mais il faut reconnaître qu'il y a beaucoup d'échecs. Okay, et puis, Bernard Sansfelder, derrière, il dit, ben non, moi je suis pas d'accord. En fait, on peut faciliter le travail. Et quelque part, c'est ce qu'il a fait en proposant d'autres modes opératoires, okay, pour arriver à la même chose. Renard est à Villefort, ce que son Specter est à Roustan. Peut-être, c'est pas l'objet, mais en tout cas, c'est une chose qu'on trouve dans les disciplines, hein, on trouve pareil dans d'autres disciplines. Dans la voix humide, finalement, il suffit de se laisser porter. Alors, hop. Ce que je vous dis, c'est schématique. C'est comme je le dis maintenant, mais j'enseignerai peut-être plus tard différemment. Donc là, c'est une échelle de transe. Qu'est-ce que c'est que la transe? C'est une manière d'être au monde, et c'est un rapport déformé au réel. Donc on est toujours dans un rapport déformé au réel, même quand on est persuadé qu'on est parfaitement lucide. Les rationnels, voire les rationalistes qui sont persuadés que c'est la personne là, qui tombe en transe, qui a un rapport complètement déformé au réel, sautent aussi dans un rapport déformé au réel. Okay, donc d'un côté, moi je mets la lucidité, ou la soi-disant lucidité, en tout cas une certaine clarté d'esprit, une certaine conscience, une certaine clairvoyance. Et de l'autre côté de l'échelle, je mettrais une certaine ivresse, avec une conscience plus ou moins présente. Ok? Souvent, la personne, elle est coincée quelque part, okay, dans son mental, tout ça, etc. C'est une forme de transe, hein. Enfin, c'est une transe dans laquelle on est pris. Il va s'agir de faire voyager ça pour que la personne elle puisse avoir d'autres états. Hein, ce qui nous intéresse aussi, c'est qu'elle ait un état de transe chez nous qui soit corporel. Sinon, ça ne nous intéresse pas. Pour que le corps puisse parler et faire son œuvre. Globalement, ce que va faciliter la voix humide, elle va faciliter l'accès à l'ivresse par l'abandon. Quelque chose de plus musical, où on laisse davantage parler, on va dire, le cœur, les émotions, etc. Ok, ça donne des transes de qualité différentes. Hein.
Alors, l'ivresse, on pourrait dire que c'est Dionysos, donc c'est des transes dionysiaques. Dionysos est celui qui initie à l'esprit par l'ivresse, et donc c'est aussi un peu les zones un peu parfois dangereuses si on va trop loin, hein, mais nous, on n'avale pas des produits illicites, on fait ça juste parce qu'il vient naturellement. Okay. Des fois j'appelle ça des transes neptuniennes quand ça ouvre grand des espaces. Okay. Et là, la voie humide, pardon, ça c'est la voie VOIE, le chemin humide, et la voie sèche, elle va plutôt clarifier l'espace, elle va plutôt favoriser l'épuration de l'esprit à l'intérieur, ok. La clarté. Est-ce que tu permets Oui. que je rajoute une flèche dans ton histoire? Oui, finis avec celle-là, tu me diras après. Ok. Et la voie sèche donc, exige une structuration, une discipline de l'esprit. On peut aller aussi là en jouant sur les transes, hein, en employant par exemple une voie humide plus épurée au niveau du clavier, qui va moins brouiller l'espace. Okay. Donc là, j'associe ça à Apollon. Okay. Donc le soleil, ici la clarté, la conscience, ici Dionysos, l'ivresse, tout ça, etc. Et l'idée, ça va être de voyager entre les deux pour favoriser le lâcher-prise. Je rajoute une petite chose. Donc ici, on a, que ce soit n'importe où, l'importance du feu. Ici, le cœur. Et ici, la conscience. Évidemment, si on a tout, c'est l'idéal. Je peux? Vas-y, je t'en prie. J'aurais tendance à rajouter une croix en fait. Et du coup, ici je mettrais quelque chose de l'ordre de l'éveil, mais de se sentir éveillé. Et puis ici, quelque chose autour de la somnolence. Ok. Ça fait 4 cadrans. C'est-à-dire que tu peux être dans la lucidité, le sentiment est vraiment éveillé. Tu vas avoir une lucidité dans une forme de somnolence. Là, dans un truc de l'ivresse et dans la somnolence, ça te met dans un monde un peu onirique. Oui. Tu vois, et que dans une ivresse avec l'éveil, là, ça nous met plus dans ce que tu décris par la voie humide. Oui, tout à fait, je suis d'accord. Ouais. Le côté souffle-voix t'emmène plutôt dans ce registre-là avec des trans qui passent dans ces deux cadrans, et que le côté Eino peut plus facilement t'emmener dans quelque chose où il y a moins de sensations d'éveil, mais où tu vas aller glisser entre de l'onirisme et puis une sorte de lucidité somnolente étrange. Ouais, ça me va tout à fait. Je remercie Benjamin Watteau, formateur en hélidothérapie. Et puis là, il y aurait le côté féminin, le côté masculin. On peut retrouver la même chose ici, un masculin, féminin, tu es d'accord avec ça? La lune, le soleil, etc. Une dimension horizontale, une dimension verticale. Merci pour cet apport nécessaire que je reprends. Ça va? Alors, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Je peux. Oui. Moi, le terme somnolent ne m'évoque pas, mais en revanche, quand tu parles d'onirisme, oui. Ouais. Voilà, parce que somnolence, c'est. Et en même temps, c'est ta partie, les noms. Hein. Mais du coup, c'était moins clair. Parce que vers l'ivresse, on est déjà dans la transe. De quelle transe il s'agit? Je comprends mieux onirisme. Quand tu vas dans un truc un peu profond, avec des. Que somnolence. Oui, que Onirisme. Onirisme. Le rêve. Je sais Ouais, pas. non, mais en tout cas, c'est pas du tout. C'est la zone une alpha. chose à réfléchir et qu'on pourra peut-être voir en synthèse quand on aura un peu creusé la chose, mais vraiment, les apports, c'est chouette. Donc, super. Ok. C'est plutôt la zone alpha. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a des fois, on touche un endroit où c'est comme si quelque chose qui était réveillé en nous regarde quelqu'un qui dort. Ok. C'est l'entre-deux. Tu peux juste redire le yin-yang, j'ai loupé le... Féminin, masculin. Ivresse, lucidité. Ok. Féminin, masculin. Donc yin, yang, yang. Ok. Peut-être si je peux, dans le côté somnolence, ce que je veux dire, c'est que tu as vraiment des gens qui s'endorment.
Tu vois ce que je veux dire en transe. Et c'est vrai que ça arrive plus rarement sur le tapis, on est d'accord. Sur le tapis, tu veux dire en souffle-voix? En souffle-voix. Quitte à faire une cartographie de la transe, ça m'intéressait de ne pas me penser que à ceux qui sont en train de chanter. Et parmi les gens qui s'endorment, il y en a qui vont être dans une somnolence où d'un seul coup, il y a de la rêverie qui arrive. Et ça, c'est l'onirisme. Donc, ils se rendent bien compte qu'ils sont partis, quoi. Tu vois. Et tu en as d'autres, dans cette somnolence, en fait, c'est plutôt, il y a une sensation de temps qui s'arrête, d'absence d'espace. Et là, pour le coup, il y a témoin de cette absence d'activité complète. Et ça, je mettrais du côté de somnolence plus lucidité, qui est très proche des états méditatifs. Et à mon avis, tu vois, si je dois reprendre alpha-theta, je mettrais alpha dans somnolence lucide et theta dans le côté onirique, tu vois, pour les états du cerveau. Alors que c'est un peu plus actif là-haut, mais en haut à gauche, quand on est sur le côté ivresse avec un côté éveil, on serait plus sur une forme de lâcher prise, où on se fait un peu embarquer dans un truc qui nous chante. Et ce que tu décris comme des fois la voix, l'œuvre au blanc, il me semble. Tu vois. Et à droite, quand on est plutôt lucide et éveillé et conscient, on est plutôt très proche de la voix sèche avec quelque chose qui peut encore être de l'ordre du contrôle. Voilà, peut-être que sur le 4 En tout cas, à explorer. Je fais un petit prolongement sur le chant spontané, qui est finalement le chant spontané. Au départ, la voix humide, c'est du Yéli-Ouya. On structure, toujours, il y a cette idée de structuration. Le chant spontané, c'est un prolongement, finalement, de la voix humide. Et on constatera dans le chant spontané que ça accentue, ça ouvre encore plus les trans. Qu'il y a quelque chose d'encore plus personnel, parfois, qui émerge dans la voix. Et donc, pour moi, le son, la voix, c'est l'âme, et le silence qu'on a derrière, c'est l'esprit. Donc, ça, c'est quelque chose de vraiment important. C'est, est-ce que l'émergence d'une voix personnalisée et profonde donne lieu derrière à une présence habitée dans le silence? Et c'est le silence qui travaille encore plus profondément. Donc ça veut dire aussi que vous êtes garant dans la profusion de sons auxquels on arrive parfois avec les élèves, d'être attentif au silence qui émerge naturellement et de les laisser infuser. Alors, donc voix humide, voix sèche, il faut être capable en tant que praticien de faire les deux. C'est pas une question de mode, la voix humide c'est chouette, je m'éclate au clavier. Non, c'est une question d'efficacité et d'efficience sur le pratiquant. Et moi je reviens régulièrement à la voix sèche. Parce que aussi on va jouer sur le jeu des contrastes. Entre un espace nettoyé, presque zen, et puis quelque chose de plus humide avec cet espace qui est beaucoup plus rempli. Et du point de vue de nos pratiquants, si vous avez des gens sur plusieurs stages, c'est bien de voir s'ils peuvent être à l'aise dans les deux, c'est-à-dire lâcher prise dans les deux. Est-ce qu'ils sont capables, dans quelque chose de très épuré, de retrouver cet abandon, qui fait qu'effectivement, dans le souffle-voix traditionnel, alors que c'est très épuré, il peut y avoir l'émergence, par exemple, d'émotions. Mais ça relève souvent d'une démarche, de quelque chose qui se passe à l'intérieur. Et puis, à contrario, est-ce que dans la personne, la voix humide, elle est capable de toucher sa clarté, son éveil, quelque part. Ça, c'est à vous d'observer, et ça vous donne aussi des directions de travail. Tiens, cette personne-là, je l'ai fait lâcher avec la voix humide, avec le chant spontané, mais il y a toujours comme ça. Donc, il va falloir travailler.
Moi, au départ, ce qui m'intéresse, et ce qui m'intéresse toujours, c'est d'avoir des moyens qui ouvrent la transe, qui ouvrent la matière pour que les gens, après, dans le Yei Yuya, qui nettoient et structurent, et ça, c'est important de le conserver, hein, puissent se relâcher. Sinon, on peut y aller pendant un temps, quoi. Donc, voilà, c'est là où on adapte la pratique.